Alors, nous présentons aujourd'hui la deuxième partie du chapitre 4 sur la réfraction de la lumière. En effet, il s'agit du dioptre sphérique et on va d'abord donner la définition d'un dioptre sphérique. Un dioptre sphérique, c'est une surface sphérique séparant deux milieux homogènes transparents d'indices différents. Le premier milieu, c'est le milieu d'entrée de la lumière et le deuxième milieu, c'est le milieu de sortie de la lumière. Un dioptre sphérique se caractérise par un sommet, par un centre et par un rayon CS ou SC. Nous distinguons aussi deux types de dioptres sphériques. Les dioptres concaves pour lesquels SC inférieur à 0 et les dioptres convexes pour lesquels SC supérieur à 0. De même, nous distinguons entre le dioptre convergent pour lequel le centre C se trouve dans le milieu le plus réfringent et un dioptre divergent pour lequel le centre C ne se trouve pas dans le milieu le plus réfringent. Alors, avant d'entamer la démonstration de la relation de conjugaison, je voudrais revenir sur le stigmatisme des dioptres sphériques. Alors, pour étudier le stigmatisme des dioptres sphériques, je vais chercher si l'image d'un point objet à travers un dioptre sphérique ne dépend pas ou dépend de l'angle d'incidence. Donc, je prends un rayon incident AI qui se réfracte sur l'espace N', il va me donner une première image A1. Et je prends un autre rayon AI' qui se réfracte dans l'espace N' qui va me donner une autre image. Remarquez que l'angle d'incidence I1, c'est l'angle entre AI et la normale. I2, c'est l'angle entre AI' et la normale. Et vous remarquez que les angles ne sont pas les mêmes. Plus on s'approche de S, plus les angles deviennent plus faibles. Et dans ce cas, j'aurai aussi par réfraction d'après la loi de Descartes au point I et I' des images qui ne sont pas identiques. Et dans ce cas, je dirais que puisque les images ne sont pas les mêmes pour deux incidences différentes, alors ce dioptre ne réalise pas le stigmatisme parfait pour le couple de points AA'. Cependant, nous remarquons que le point C est un point par lequel passent plusieurs rayons qui ne sont pas déviés. Donc C est considéré comme étant un point de stigmatisme rigoureux parce qu'il a sa propre image. Et les points qui sont aussi sur la surface, ce sont des points qui possèdent aussi leur propre image. Donc, en résumé, les dioptres sphériques ne sont pas des systèmes rigoureusement stigmatiques pour tous les points de l'espace, sauf dans deux cas, pour le centre C et pour le sommet S ou pour les points qui sont sur la surface. J'entame maintenant la démonstration de la relation de conjugaison des dioptres sphériques dans les conditions d'approximation de Gauss. Et je considère un dioptre séparant le milieu d'indice N d'un autre milieu d'indice N'. Je suppose que ce dioptre est un dioptre convergent puisque C se trouve dans le milieu d'indice le plus élevé. Alors, pour aboutir à cette relation de conjugaison, j'ai besoin de considérer un objet A et je vais chercher son image. Pour trouver l'image de A à travers un système optique, j'ai besoin de représenter deux rayons. Je prends le premier rayon A qui se dirige vers I et qui se réfracte en passant par l'axe X', et je considère aussi le rayon A qui se dirige par C et qui ne change pas de direction et qui croise le même point A'. A' est alors une image réelle du point A à travers le dioptre sphérique. Ensuite, je vais repérer les angles entre les différents rayons. Le premier, c'est l'angle d'incidence qui n'est autre que AIC. Le deuxième, c'est U qui n'est autre que IAC. Le troisième, c'est θ qui n'est autre que ICS. Le quatrième, c'est U' qui n'est autre que IA'S. Et finalement, l'angle de réfraction qui se trouve entre la normale et l'image A'. Ensuite, je représente la projection orthogonale du point I sur la surface, sur l'axe X', et je note ce point-là H. Alors,
Si je regarde les angles dans les différents triangles, dans le triangle IAC, j'ai la somme des angles I plus U plus cet angle qui n'est autre que pi moins θ égale à pi. Et dans le triangle ICA', j'ai θ plus U' plus cet angle qui n'est autre que pi moins I' égale à pi. Et je peux déduire facilement que I égale θ moins U et que I' égale θ plus U'. D'un autre côté, puisque j'ai représenté H comme étant la projection orthogonale sur l'axe X', j'ai alors défini des triangles rectangles en H. Et donc je peux calculer les tangentes des angles. Si je considère le triangle AIH, la tangente de U est égale à HI sur AH. Si je considère le triangle ICH, je trouve que la tangente de θ égale à HI sur CH. Et si je considère le triangle IHA', la tangente de U' n'est autre que HI sur HA'. Et c'est ce que je représente dans cet espace-là. Ensuite, si je regarde ma construction, toujours la même construction, au point I, nous avons un rayon incident et un rayon réfracté. Donc je peux établir la relation de Descartes qui est n sinus de I égale à n' sinus de I'. Mais n'oublions pas que nous sommes dans les conditions d'approximation de Gauss et que dans les conditions d'approximation de Gauss, je dois avoir H confondu avec S et je dois avoir les angles petits de façon à considérer que les sinus sont égales à eux-mêmes. Ça veut dire que sinus de I égale à I, sinus de U égale à U, sinus de U' égale à U'. Ensuite, si je reviens aux expressions des tangentes, la tangente de U qui est égale à sinus de U sur cosinus de U est égale à U. Et qui est égal à HI sur AH, mais comme S est confondu avec H, U égale à SI sur AS. La tangente de θ égale à θ égale à SI sur CS, et la tangente de U' égale à U' égale à SI sur A'S'. Je rappelle que toutes les valeurs, ce sont des valeurs algébriques. Et puisque nous avons I égale θ moins U et I' égale θ plus U', il suffit de remplacer θ U par les valeurs de leur tangente et j'aboutis à la relation n facteur de θ moins U égale à n' facteur de θ plus U'. Maintenant, je remplace la valeur de θ par SI sur CS et je remplace U par SI sur AS, je remplace U' par SI sur SA et j'aboutis à cette relation n SI sur CS moins SI sur AS égale à n' facteur de SI sur CS plus SI sur SA'. Ensuite, je remarque que SI figure dans les deux parties, je peux simplifier par SI et je retiens n facteur de 1 sur CS moins 1 sur AS qui n'est autre que n' facteur de 1 sur CS plus 1 sur SA'. Ensuite, je garde n sur CS et je ramène n' sur CS de ce côté-là et j'aurai n moins n' sur CS qui est égal à ce qui reste n' sur SA' et moins n sur AS passera de l'autre côté et deviendra plus n sur AS. Donc j'obtiens n moins n' sur CS égale à n sur AS plus n' sur SA. Et je vais changer n sur AS par moins n sur SA et j'obtiens la dernière équation qui est n moins n' sur CS égale à n' sur SA' moins n sur SA. Donc j'arrange un petit peu cette relation et j'obtiens finalement n' moins n sur SC égale à n' sur SA' moins n sur SA et on va dire que
cette relation est la relation de conjugaison des dioptres sphériques dans les conditions d'approximation de Gauss avec origine au point S, c'est-à-dire avec origine au sommet. Bien évidemment, on peut écrire cette équation comme étant n' sur SA' moins n sur SA égale à n' moins n sur SC. On peut aussi l'écrire différemment. Et nous allons passer maintenant à la suite avec la détermination des foyers. Alors, après avoir démontré la relation de conjugaison avec origine au sommet, je passe maintenant à l'expression de f et de f'. Et je considère toujours un dioptre sphérique qui sépare deux milieux homogènes transparents d'indice n et n'. Je considère que n c'est le milieu d'entrée et je considère que n' est le milieu de sortie. Je suppose que le milieu d'entrée est un milieu plus réfringent, c'est-à-dire le dioptre est un dioptre convergent, et je vais chercher l'image de A à travers le dioptre sphérique. Donc AB, B c'est le point d'incidence qu'on avait appelé I, donnera BA' qui est le rayon réfracté, et le rayon AS qui est un rayon normal passant par C ne changera pas de direction, et donc je vais intercepter A' pour former l'image à travers ce dioptre sphérique. Alors je voudrais rappeler avant de passer que pour ce dioptre sphérique nous n'avons pas uniquement cette relation avec origine au sommet, mais nous pouvons démontrer grâce à la relation de Schall, si vous exprimez SA' comme étant SC plus CA' et que SA était comme SC plus CA, vous pouvez aboutir à la relation de conjugaison, cette fois avec origine au centre. Faites attention à cette équation parce que ce n'est pas n sur CA, c'est plutôt n sur CA', et le deuxième terme c'est n' sur CA. Donc on voit que les A et les A' sont permutés en fonction des indices. Alors, on va définir maintenant le foyer objet. Alors, c'est quoi le foyer objet pour un système optique? Le foyer objet est tout simplement un point pour lequel l'image est rejetée à l'infini. C'est-à-dire, si l'objet est au foyer F, son image est rejetée à l'infini. On peut le voir sur le schéma. Donc, tous les rayons qui vont passer par un point qu'on appelle foyer objet, ils ont leur image A' qui se trouve rejetée à l'infini. Donc, si maintenant je considère cette relation de conjugaison et je remplace A par F et je remplace A' par l'infini parce que l'image elle est à l'infini et que F est en A, j'obtiens n sur SF moins n' sur l'infini, n'est autre que n moins n' sur SC, et ça va donner la valeur de la distance focale SF égale à petit f égale à n SC sur n moins n'. C'est ce qu'on appelle la distance focale objet. Et le point, on l'appelle le point foyer objet. Maintenant, pour le foyer image, c'est l'inverse. Donc, on appelle un point foyer image est un point image pour lequel l'objet est plutôt rejeté à l'infini. Et donc, si je veux déterminer la distance focale image, je n'ai qu'à remplacer dans cette équation et j'obtiens n sur l'infini, puisque cette fois l'objet est à l'infini, donc SA, lui, se trouve rejeté à l'infini. Donc, n sur l'infini, c'est 0, moins n' sur SF', et c'est SF' qui est égal à petit f' égal à n moins n' sur SC. Donc si je reviens à la construction géométrique, tous les rayons qui sont parallèles à l'axe principal et qui viennent de l'infini, c'est-à-dire des objets qui sont rejetés à l'infini, ils ont leur image en un point qui s'appelle foyer image f'. Et j'obtiens f' égale à SF' égale à n' SC sur n' moins n. De manière générale, si je considère un dioptre convergent, tous les rayons qui passent par F vont émerger
parallèlement et tous les rayons parallèles venant de l'infini vont passer par f'. C'est la propriété des foyers objets et images, quelle que soit la nature et la configuration d'un dioptre sphérique. Remarquons aussi, si vous portez f sur f', vous allez trouver moins n sur n' égale à sf' sur sf sur sf'. Remarquons que sf et sf' ce sont des valeurs algébriques et dans ce cas, ce rapport de distance focale est inférieur à 0. Ça veut dire que le point f et le point f' sont forcément de part et d'autre le sommet. Pour le convergent, ces deux points sont réels et se trouvent de part et d'autre. Pour le dioptre divergent, f' prend la place de f et f va prendre la place de f'. Maintenant, on va parler des dioptres concaves et des dioptres convexes, toujours dans les conditions d'approximation de Gauss. Et je considère les deux configurations suivantes. Je prends le premier dioptre séparant deux milieux homogènes transparents d'indices différents et je considère que n est supérieur à n', donc ce dioptre est un dioptre convergent. Je prends un autre dioptre séparant deux milieux homogènes transparents d'indices n supérieur toujours à n', mais ayant deux configurations qui sont différentes. On va appeler un dioptre concave est un dioptre pour lequel la mesure algébrique SC inférieure à 0. Et on va appeler un dioptre convexe un dioptre pour lequel la mesure algébrique SC supérieure à 0. Rappelons que le rayon, c'est la valeur absolue de SC dans les deux cas d'ailleurs. Maintenant, dans ce cas-là, le premier cas, nous avons le dioptre de nature concave et on a remarqué que le dioptre est convergent puisque C se trouve dans le milieu d'indice le plus élevé. Dans ce cas, le dioptre est convexe et puisque C se trouve dans le milieu d'indice le plus faible, il est divergent. Ce ne sont pas uniquement les cas que nous avons, mais nous avons d'autres cas. Alors, si je considère maintenant un dioptre sphérique pour lequel vous avez f et f' réels, le cas du dioptre concave est convergent. Remarquez que SF est inférieur à 0 et que SF' est supérieur à 0. Donc on va donner la conclusion suivante. Pour un dioptre convergent, petit f est inférieur à 0 et petit f' est supérieur à 0. Et pour le dioptre divergent, donc vous avez f' qui se trouve dans l'espace des images virtuelles et que f se trouve dans l'espace des objets virtuels. Les deux sont virtuels et dans ce cas les deux sont réels d'ailleurs, mais SF' est inférieur à 0, c'est l'inverse, et SF est supérieur à 0. Donc pour un dioptre divergent, la distance focale image est inférieure à 0 et la distance focale objet est supérieure à 0. Nous considérons d'autres configurations pour les dioptres sphériques concaves et convexes. Maintenant, si on considère un dioptre concave, mais n est inférieur à n', on aura ce concave qui va être divergent. Et si on considère n toujours inférieur à n', pour ce cas-là, nous aurons le convexe qui va être convergent. Donc, on a bien remarqué que nous pouvons avoir le concave et le convexe, les deux convergents, et nous pouvons aussi avoir le convexe et le concave, les deux divergents, et nous résumons sur ce slide les 4 situations possibles pour un dioptre sphérique convergent, divergent, concave et convexe. Nous allons aborder une nouvelle notion sur la vergence des dioptres sphériques. Et nous considérons toujours un dioptre sphérique qui sépare deux milieux d'indices n et n'. Et nous voulons définir la vergence des dioptres sphériques. Mais avant cela, j'ai besoin de définir la vergence de l'objet et la vergence de l'image. Alors, on appelle la vergence de l'objet, c'est l'indice d'entrée sur la distance entre le sommet et l'objet, et la vergence de l'image, c'est l'indice de sortie sur la distance entre l'objet et l'image. Ce sont des distances prises
par les valeurs algébriques, qui peuvent être soit supérieures, soit inférieures à 0. Remarquons que cette divergence de l'objet et de l'image, c'est un rapport en 1 sur une distance, c'est-à-dire que l'unité de la divergence va être le mètre moins 1, puisque n est sans unité. Alors, ce mètre moins 1, on va l'appeler la dioptrie. Et maintenant, si je veux définir la divergence d'un dioptre sphérique, je n'ai qu'à revenir à l'expression de la relation de conjugaison, et je remarque que la divergence de l'objet moins la divergence de l'image va constituer la divergence du dioptre, qui n'est autre que n moins n' sur SC. Alors, nous passons maintenant à la construction géométrique de rayons lumineux à travers un dioptre sphérique. Et je commence par représenter 2 dioptres sphériques. J'ai choisi 2 concaves, l'un convergent et l'autre divergent. Et je considère le rayon incident qui arrive de l'infini, comme ce qu'on venait de voir, il va émerger en passant par f', parce que f' est le point focal image et le dioptre est convergent. Et le rayon qui va venir par F va émerger en allant vers l'infini, et finalement le rayon qui va passer par C est un rayon qui ne change pas de direction. Pour le divergent, le rayon qui arrive de l'infini va diverger, mais en ayant un prolongement en pointillé passant par f', parce que dans ce cas f' est un foyer image virtuel. Le rayon incident qui va se diriger vers la surface avec un prolongement en pointillé passant par f va émerger parallèlement, parce que le foyer objet est aussi un foyer virtuel. Et le rayon qui passe par C ne change pas de direction. Remarquons que dans le cas du dioptre convergent, le foyer objet et le foyer image sont 2 points qui sont réels, et dans le cas d'un dioptre divergent, le foyer image et le foyer objet sont les 2 virtuels. Maintenant, nous abordons la dernière partie de ce chapitre sur la réfraction de la lumière, et ça va concerner une application sur le dioptre sphérique de ce qu'on appelle les foyers secondaires. Nous avons vu la lumière incidente a certaines propriétés passant par le point C ou par F ou par F', ou venant de l'infini ou émergeant vers l'infini, mais là on cherche à déterminer des rayons incidents qui ne passent pas par des points caractéristiques. Par exemple, le rayon AS, il ne passe ni par F, ni par F', ni par C. Et j'ai considéré dans cette application un dioptre sphérique concave divergent. Donc nous pouvons aussi évidemment avoir un dioptre convergent, un dioptre convexe ou concave, etc. Donc j'ai choisi un cas un tout petit peu compliqué, c'est le concave qui est divergent, c'est-à-dire SF' inférieur à 0 avec une distance focale image négative. Et donc, pour tracer la marche de ce rayon, je vais commencer par tracer tout simplement un rayon incident venant de l'infini, et puisque c'est un dioptre divergent, ne venant de le voir, il va émerger en ayant un retour en pointillé virtuel passant par F'. Je considère aussi un rayon qui passe par C, et c'est un rayon qui ne change pas de direction. Donc là, pour ces 2 rayons, ça ne devrait pas poser de problème, que ce soit pour le convexe, le concave, le convergent ou le divergent. Maintenant, pour ce rayon AS, si je veux chercher la marche de ce rayon, je dois tracer le prolongement de ce rayon en pointillé. C'est cette partie-là qui va passer par un point qui va intercepter ce plan-là qu'on appelle le plan focal objet. Le plan focal objet, c'est le plan perpendiculaire à l'axe principal et passant par F. Je rappelle aussi que nous pouvons aussi avoir le plan focal image de ce côté-là pour le dioptre divergent, bien évidemment. Alors, regardez que le rayon qui passe par C va intercepter aussi ce point G. Et remarquez que le rayon incident
qui arrive parallèlement va aussi avoir un prolongement passant par ce point G, parce que le point G, c'est ce qu'on appelle le foyer secondaire virtuel. Alors, le point F, c'est le foyer principal, il est aussi virtuel. Le point G, c'est le foyer, c'est le point focal secondaire. Alors, quelle est sa propriété? En fait, pour chercher la trajectoire d'un rayon lumineux incident, je continue le prolongement de ce rayon dans cet espace qui est virtuel pour ce type de rayon, et je vais me dire que si en ce point j'ai un rayon qui arrive passant par C sans déviation, celui qui va émerger au point S, lui par contre doit être perpendiculaire à ce rayon qui ne change pas de direction. Donc remarquez que le rayon AS va émerger en ayant une direction parallèle au rayon qui passe aussi par G mais qui passe par C. Et la même chose pour ce rayon en vert, avec un prolongement qui passe par G, va émerger parallèlement. Donc si vous prenez n'importe quel rayon qui arrive sur S, s'il passe par ce point G, il va émerger parallèlement. Donc si je considère par exemple un rayon qui arrive de cet espace-là, en ayant des pointillés passant par G, le point focal secondaire, et bien, à partir de la surface, il va émerger aussi parallèlement. Et c'est ce qu'on appelle la propriété des foyers secondaires. Voilà. Ainsi se termine le chapitre 4 sur la réfraction de la lumière. Nous verrons la prochaine fois le chapitre 5 sur les systèmes centrés et l'application aux lentilles minces. Je vous remercie. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.